Alors, pour cette présentation, je commencerai par donner quelques chiffres. Alors, puis je présenterai les attendus et les compétences acquises lors du master. Nous parlerons ensuite des deux parcours, le parcours didactique du français langue étrangère ou FLE et le parcours linguistique et traitement des données, ainsi que de leurs débouchés. On évoquera les points forts du master, l'équipe encadrante qui est constituée d'experts spécialistes dans leur domaine, l'adossement au CRISCO, le laboratoire de recherche sur lequel s'appuie le master, et enfin les stages obligatoires qui sont inclus dans la formation. Alors d'abord, quelques chiffres clés. Le master sciences du langage propose une formation de 400 heures sur 2 ans, auxquelles s'ajoutent au minimum 150 heures de stage. Et dans ces 400 heures, environ la moitié correspond à des enseignements de tronc commun et l'autre moitié correspond à des UE de spécialisation qui diffèrent selon les deux parcours. Cette année, 18 encadrants interviennent dans la formation pour assurer les cours et ou diriger des stages. Ce sont des enseignants-chercheurs, chercheurs ou ingénieurs. Cette année, nous avons eu 21 inscrits dans ce master, ce qui représente un petit peu moins que d'habitude. Nous avons en général entre 25 et 30 inscrits. Ils étaient 28 l'année dernière. En ce qui concerne le taux de réussite, on affiche un taux de 71%, ce qui est pas mal, mais qui masque en fait le fait que chaque année, des étudiants inscrits ne se présentent pas du tout, c'est-à-dire qu'ils ne viennent pas en cours, ils se désistent, ou bien qu'ils font leur année en 2 ans. Et en réalité, donc, lorsque l'on regarde les étudiants qui viennent en cours, quasiment tous réussissent au bout du compte. Pour ce qui est du taux d'insertion professionnelle, c'est-à-dire le nombre d'étudiants qui trouvent un emploi par rapport à ceux qui cherchent un emploi, sans tenir compte des étudiants encore en études, on affiche un très bon taux, 100% à 6 mois. Donc pour la promotion 2019-2020, mais ce qui est plus important et plus significatif, donc sur le long terme, après 30 mois, le taux est de 95,3%, ce qui est supérieur à la moyenne des masters de l'université et à la moyenne nationale. Donc un très bon taux d'insertion professionnelle. Alors, les attendus du master, quelles sont les qualités et les compétences que l'on attend chez les candidats? D'abord, évidemment, un intérêt pour le langage et les langues. On s'attend à ce que vous vous intéressiez au fonctionnement du langage, des langues, vous posiez des questions. Une seconde compétence essentielle, c'est la maîtrise de la langue française, c'est-à-dire des connaissances solides des structures de la langue française et également des qualités rédactionnelles et d'expression orale. C'est très important. On est aussi attentif à d'autres qualités, une aptitude à saisir des problématiques, c'est-à-dire capacité à formuler un questionnement face à des données ou un problème, et des capacités d'analyse et de communication, c'est-à-dire donner du sens à des observations ou exprimer clairement des informations plus ou moins complexes. Les licences qui sont conseillées sont les licences sciences du langage, lettres ou LLCER, donc langue, littérature et civilisation étrangère, qui sont donc les boulevards pour intégrer le master. Mais on peut accepter des étudiants qui viennent d'autres disciplines. Chaque année, on intègre des étudiants qui viennent d'autres horizons, par exemple psychologie, sociologie ou histoire. En ce qui concerne les compétences donc qui sont acquises tout au long du master, alors dans un premier temps, je vais parler du tronc commun et on verra ensuite pour les parcours. Donc en tant que master avec mention sciences du langage,
on offre une formation solide d'abord évidemment en sciences du langage et en linguistique française à travers des cours qui portent sur différents aspects de la langue, la phonétique, phonologie, la morphosyntaxe, le lexique, la pragmatique, la sémantique. Et une des particularités du master, c'est de mettre l'accent sur la variation dans la langue, la variation du point de vue des registres, la variation spatiale ou encore dans le temps, et également un accent sur la diversité des langues. Les étudiants, à travers ces cours, apprennent aussi à mobiliser les savoirs théoriques pour étudier un phénomène langagier, par exemple phonétique ou pragmatique, ou dans une perspective didactique. Enfin, les étudiants apprennent à maîtriser des méthodes, des outils informatiques appliqués à la linguistique et ou à la didactique du français langue étrangère. Et on cherche également à développer chez les étudiants les capacités de communiquer en français et en anglais. Alors maintenant, on va passer à la présentation des deux parcours qui permettent une spécialisation au sein de notre master. Le premier parcours est le parcours didactique du français langue étrangère. Qui est constitué de différents enseignements permettant d'acquérir des compétences théoriques et méthodologiques en didactique du FLE et de sensibiliser les étudiants aux problématiques du français langue étrangère. Le parcours permet également de développer des compétences techniques avec la découverte et la manipulation d'un panel d'outils numériques en ligne qui sont intéressants pour l'enseignement du FLE. Ils bénéficient également d'expériences professionnelles à travers les stages obligatoires, Anne en parlera, et ils sont amenés à développer leur aptitude à la réflexivité, notamment à travers un cours qui leur permet donc de réfléchir à leur expérience sur le terrain. Et enfin, le master propose une initiation à la recherche avec les 2 mémoires que chaque étudiant aura préparées, 30 pages pour le M1 et 80 pages pour le M2. Le principal débouché de ce parcours, c'est l'enseignement du français à des non-francophones ou des adultes dans des structures publiques et privées en France ou à l'étranger. Par exemple, dans des centres de formation, on peut penser aux cours d'alphabétisation qui sont destinés aux adultes en formation continue, ou bien dans des écoles de langue pour étrangers ou encore dans des classes de langue accueillant des primo-arrivants. Alors, je vais maintenant laisser la parole à Yajoubou, qui est responsable du deuxième parcours. Bonjour tout le monde. Je vais continuer donc sur le parcours linguistique et traitement des données. Concernant ce parcours, grâce justement à cette formation, les étudiants apprennent des méthodes et les techniques de la linguistique quantitative et du traitement automatique de la parole et du traitement automatique des langues également. Ils vont apprendre à concevoir et à évaluer une chaîne de traitement de données linguistiques. Ici, on parle de la création de bases de données, la transcription, la notation et les analyses des données. Pour certains, vous avez déjà vu ça dans des cours de linguistique de corpus. Ils vont pouvoir approfondir leurs connaissances en linguistique générale et prendre conscience de la diversité des langues. Ici, on parle justement de ces aspects-là parce qu'on a des cours spécialisés comme par exemple la sémantique, un cours de linguistique interlangue. On a aussi des cours de syntaxe et sémantique qui sont propres au parcours linguistique et traitement des données. Comme pour tout à l'heure, l'autre parcours, on a nos Master 1, donc 2 mémoires à faire, un mini-mémoire en Master 1, on a à peu près 30 pages à faire pour les Master 1. On a aussi un autre mémoire un peu plus volumineux en Master 2. Concernant les débouchés professionnels, oui, les Master 1 peuvent en fait... en gros, nous, on vise des métiers de la recherche ou de l'enseignement supérieur et également des métiers de linguiste dans des secteurs du numérique et de l'industrie de la langue.
Par exemple, on a nos étudiants qui peuvent travailler très facilement comme linguistes chez Apple ou Google. Maintenant, je vais rendre la parole à Adeline ou Ryan. Oui, c'est moi qui prends la parole. Voilà. Merci, Yajou. Alors, je poursuis avec l'équipe encadrante qui est constituée, comme je le disais tout à l'heure, de 18 personnes. Donc là, vous voyez le trombinoscope. Des enseignants-chercheurs, des chercheurs, des ingénieurs qui sont tous des spécialistes dans leur domaine. C'est une équipe pluridisciplinaire qui rassemble des linguistes de l'UFR, HSS, Humanités et Sciences sociales, des spécialistes de la didactique du français langue étrangère rattachés au carré international, des spécialistes en langue vivante de l'UFR LVE et également des informaticiens de l'UFR des sciences pour les cours de traitement automatique de la langue. Et les étudiants peuvent donc choisir parmi ces spécialistes un directeur pour leur mémoire de recherche. Le master est par ailleurs adossé au CRISCO, le laboratoire de recherche en linguistique de l'Université de Caen. Cela permet aux étudiants de participer à la vie du laboratoire en assistant aux manifestations scientifiques qui sont organisées. Alors là, je redonne la parole à Yajou, puisque c'est elle qui est responsable de ces manifestations scientifiques. Oui, effectivement, on invite au laboratoire CRISCO des chercheurs vraiment très brillants de différents domaines. On a entre 6 et 7 conférenciers invités par an. Cette année, par exemple, on a des chercheurs qui viennent de Grenoble, de Paris et de l'Angleterre pour venir faire des présentations. Et les étudiants ont l'occasion justement de discuter avec des chercheurs invités. Généralement, la discussion, ça se passe après la présentation. Voilà, et merci. Et le CRISCO offre également des opportunités de stage à travers les différents projets de recherche qui y sont menés. Alors, il y a le DES, que vous devez connaître, le Dictionnaire électronique des synonymes, dont s'occupe notre ingénieure de recherche Laurette Chardon. Donc, vous voyez, c'est la dame qui jongle avec les mots, là, sur la diapositive. Qui offre des opportunités, donc par exemple, de stage. On peut penser à un enrichissement du DES ou bien une amélioration de son fonctionnement. Et il y a également des projets qui sont, pour certains d'entre eux, financés, qui offrent également des opportunités de stage. Alors, 2 projets actuellement sont financés. Le projet MICLE, qui étudie l'évolution de la syntaxe du français de Normandie et du vénitien, et le projet high-tech sur lequel travaille Ryan, qui, alors là je parle sous son contrôle, consiste à faire de l'annotation automatique de textes anciens. Voilà, j'espère que je ne me trompe pas, c'est ça, Ryan? Bon, peut-être qu'il en parlera. Désolé, j'étais mute. Oui, c'est exactement ça. D'accord, ok. Voilà, donc c'est intéressant également pour les étudiants. Alors, je vais maintenant passer la parole à Anne Prunet, qui s'occupe du suivi des stages avec Catherine Bang-Nielsen, qui va pouvoir expliquer un petit peu en quoi consiste ce suivi et puis présenter les stages en FLE. Merci Adeline. Alors, comme Adeline vous l'a exposé initialement, le stage est désormais une composante à la fois du Master 1 et du Master 2, quel que soit le parcours que vous allez choisir. Donc, il permet à la fois d'expérimenter et de voir finalement vraiment sur le terrain, sur un terrain professionnel, comment se passent les choses, et donc de vraiment prendre la mesure de la mise en œuvre d'un certain nombre d'éléments théoriques d'enseignement que vous avez pu ou que vous êtes en train d'acquérir en parallèle. Donc, les stages peuvent être faits dans différentes structures dès lors que les objectifs du stage et le milieu dans lequel vous allez faire votre stage a un lien avec le champ disciplinaire du master. Donc, on va balayer très large et je ne vais pas reprendre les champs qui ont été développés par Yajou et par Adeline, mais sachez que vous pouvez faire des stages dans des domaines très, très différents.
Là, on a sur la diaporama le bâtiment MLI d'Unican, qui est la Maison des langues et de l'international, et qui héberge un certain nombre de services dédiés à l'accueil des étudiants internationaux et aux échanges internationaux pour l'université, à la fois pour les mobilités entrantes et sortantes. Donc évidemment, pour les étudiants du parcours de didactique du FLE, c'est un terrain privilégié pour évidemment avoir une première expérience à la fois d'enseignement ou de conception de matériel didactique ou d'intégration dans des activités culturelles ou d'insertion universitaire. Donc là, vous voyez une salle de classe en photo avec une enseignante de FLE et ses étudiants. Selon que vous soyez en Master 1 ou en Master 2, les objectifs du stage sont un peu différents et assez logiquement, on essaye d'aller vers une autonomie de plus en plus grande du stagiaire, sachant qu'en Master 1, vous êtes en train de construire vos connaissances de didactique. Donc, le stage va plutôt demander de vous une observation et une contribution qui va passer par le contrôle de votre enseignant-tuteur avant d'être proposé directement à des étudiants. Donc, c'est à la fois sécurisant pour vous et aussi, ça nous permet de vous intégrer dans les équipes sans directement exposer les apprenants à ce que des étudiants qui ne sont pas encore assez formés proposent des choses qui ne sont pas encore abouties. Donc, on peut proposer des stages à la fois d'observation de classe, aussi de co-animation, où dans ces cas-là, votre tuteur va travailler avec vous et vous interviendrez dans sa classe sur des encadrements d'activités bien identifiés et travailler à l'avance avec le tuteur. Et en Master 2, on essaye de vous rendre davantage autonome. Et là, on peut vous confier des petits groupes d'étudiants qui sont volontaires, en plus de leur formation, sur le travail de compétences en langue particulières, comme par exemple l'animation d'un café français, et donc animation et discussion avec des étudiants, ou bien travailler la compétence orale, par exemple, ou de la remédiation sur telle ou telle compétence grammaticale pour tel ou tel profil d'étudiants identifiés. En aucun cas, vous ne vous substituez à l'enseignant et en aucun cas, vous n'êtes laissé seul face aussi à des tâches d'enseignement pour lesquelles vous ne seriez pas encore complètement préparé. C'est bien un stage qui est intégré dans la formation et qui a pour but aussi de continuer à vous former et de faire le lien entre le terrain professionnel ou votre futur terrain professionnel et les apprentissages que vous êtes en train d'acquérir tout au long de la formation. Voilà. Éventuellement aussi, ça vous permet de confirmer ou d'infirmer des orientations professionnelles, d'insertion à l'issue du master. Voilà, de vérifier si c'est vraiment quelque chose vers lequel vous avez envie d'aller ou si au contraire, ça vous découvre si vous découvrez qu'en fait, vous n'êtes pas tout à fait fait pour ça, que vous préféreriez un autre public ou vous tournez vers d'autres dispositifs. Voilà, le stage, c'est aussi l'occasion de se confronter à une réalité qui pourrait devenir votre métier à l'avenir. Donc, loin de se limiter aux possibilités du cadre international, le stage, comme je le disais, peut se faire dans différentes institutions. Je vais essayer de balayer une typologie de stages possibles. Alors, évidemment, le CRISCO, comme on l'a dit, accueille beaucoup les étudiants aussi en tant que laboratoire de recherche. Et pour des projets qui sont pilotés par les enseignants-chercheurs, il est le terrain privilégié pour intégrer les étudiants de master qui le souhaitent et qui veulent s'orienter davantage vers des problématiques de recherche. Mais on a aussi toutes les entreprises. Yajou a cité les entreprises informatiques. Certains de nos étudiants ont fait des stages dans différentes boîtes, à la fois pour le traitement automatique des langues, l'analyse des discours. Ça peut être pour des boîtes de communication, des boîtes de publicité. On a aussi différentes possibilités du côté de l'enseignement du français, non pas comme langue étrangère, mais aussi comme langue maternelle. Des étudiants qui se penchent vers les problématiques aussi de la remédiation ou de l'orthophonie et qui vont faire des stages dans les cabinets d'orthophonistes, ou bien qui travaillent avec des élèves de collège pour développer la compétence écrite par rapport à l'écriture créative ou par rapport au jeu. Donc voilà, des stages très différents.
Et puis, pour ce qui est du monde du français langue étrangère, on a bien évidemment les étudiants étrangers qui sont présents au carré international, mais on a aussi bien d'autres publics d'apprenants en français langue étrangère à Caen et dans ses environs, et notamment dans les associations qui accueillent volontiers nos étudiants, qui vous accueillent volontiers à la fois donc souvent le soir, parce que ce sont souvent des cours du soir, auprès d'un public adulte migrant. On a aussi les classes de collège et lycée pour les dispositifs FLE qui accueillent aussi volontiers qui ont déjà accueilli beaucoup de stagiaires à la fois en collège et en lycée. En primaire, c'est plus difficile, mais c'est pas impossible. Et puis, on a toutes les possibilités des stages à l'étranger qui sont variablement exploités selon les années. Le Covid a mis un petit coup d'arrêt quand même à cette option, mais qui sont toujours très intéressantes aussi, et notamment pour les étudiants qui ont envie d'enseigner à l'avenir à l'étranger, et quand bien même pour tous, l'idée de se décentrer aussi de son propre système d'apprentissage et de découvrir un autre milieu, un autre pays, une autre culture éducative, c'est toujours passionnant et vraiment un bienvenu lorsqu'on veut devenir enseignant de FLE ou travailler dans le monde du français langue étrangère. Ça peut être aussi en ingénierie pédagogique ou en conception de projets culturels. Du coup, ces stages à l'étranger sont tout à fait possibles, notamment donc dans les universités ou bien en tant qu'assistant de langue, par exemple, ou que lecteur. Et on a un certain nombre d'universités partenaires qui vous accueillent volontiers. On peut aussi vous proposer des stages dans les collèges et lycées des différents pays qui proposent des cours de français dans leurs cours du second degré. Et puis, les troisièmes lieux de stage sont souvent les alliances françaises et les instituts français. Voilà ce qui concerne les stages en quelques mots. Merci, merci Anne, c'était très complet. Alors, maintenant, on va donner la parole à Yajou, qui va nous parler des stages qu'elle a été amenée à encadrer. Merci Adeline. En fait, tout à l'heure, Anne a déjà beaucoup parlé des stages. Là, de mon côté, en fait, il s'agit surtout des stages de recherche. Ce qu'on fait, c'est en fait, on demande aux étudiants de participer à nos projets de recherche. Par exemple, récemment, on a eu des stagiaires qui ont travaillé sur des fichiers audio et vidéo dans des cadres spécifiques de projets de recherche en cours dans le laboratoire. Je pense notamment à d'autres projets sur l'interaction humaine-animale, dans lequel il y a des stagiaires qui ont travaillé sur la vidéo, sur la notation de la parole, des gestes, de l'espace. Peut-être Ryan a des choses à ajouter parce qu'il y a aussi encadré des stagiaires. Oui, alors, donc, maintenant, on cède la parole à Ryan, voilà. Oui, alors moi je vais vous présenter plus que comme Anne tout ce qui est possible. Je vais vous présenter les stages qu'on a actuellement au Crisco. Et donc ces stages en sciences du langage, plutôt pour le parcours linguistique outillé et traitement des données, offrent l'opportunité pour les étudiants de découvrir les dernières avancées en matière de traitement automatique du langage, disons, mais aussi de développer des compétences en programmation pour ceux que ça intéresse, en analyse linguistique, comme l'a montré un petit peu Yajeux, et aussi surtout de participer à des vrais projets de recherche au sein du Crisco. Donc, il y a une variété de stages possibles, allant de la récolte à la constitution de corpus, à la transcription et à la structuration de corpus, tout en passant par exemple, l'analyse syntaxique automatique de textes dans différentes langues. Donc, pour prendre l'exemple du premier stage qu'on a, c'est un stage de récolte et de constitution de corpus, qui est un stage plus ou moins populaire dans la mesure où, comme les étudiants sont amenés aussi à faire des mémoires, très souvent, il y a la question des données utilisées dans le mémoire pour leur analyse. Et donc, c'est un stage intéressant pour avoir une formation un petit peu plus poussée que celle qui est déjà donnée en cours sur cette question-là.
Et donc, les étudiants, enfin, l'étudiante là en question, a l'occasion d'identifier déjà les sources des données qui sont pertinentes pour la recherche qui doit être menée. Ensuite, elle va sur le terrain pour collecter les données avec un enregistreur, et on a aussi d'autres méthodes. Parfois, ça peut se passer aussi en visio. Ensuite, il y a tout un nettoyage des données et enfin une annotation pour créer un corpus, donc un objet. Tout à l'heure, Adeline a parlé de base de données, ou Yaju, je ne sais plus. Donc un corpus vraiment utilisable pour l'analyse linguistique. Et ça fait écho à l'autre stage qu'on a, où là, les étudiants s'attardent plus sur la partie de transcription et de structuration du corpus, avec des données qu'on a récupérées qui étaient déjà annotées, déjà transcrites, pardon, et récoltées. Et donc là, on restructure le corpus pour qu'il soit exploitable et surtout interrogeable automatiquement par tout un tas de protocoles de traitement automatique des langues. Et donc ici, les étudiants apprennent à transcrire des enregistrements audio ou vidéo en format écrit pour pouvoir numériser ces enregistrements, puis à structurer toutes les données transcrites pour faciliter l'analyse linguistique. Et donc, ils voient comment utiliser les outils de transcription. On peut notamment parler du logiciel Elan, dont vous avez pu voir une capture d'écran juste avant, et c'est aussi une petite capture là en première partie. Et donc, en parallèle de ça, on utilise aussi des outils de traitement automatique du langage. Et donc là, par exemple, on a passé les données avant transcription à un outil de détection automatique des tours de parole et des locuteurs pour préparer le terrain, disons, et faciliter le travail du transcripteur. Ensuite, on va pouvoir utiliser des outils de transcription automatique, bien entendu, à chaque fois en fonction de la langue et des conditions d'enregistrement et autres. On ne va pas toujours avoir les mêmes résultats sur les outils qu'on utilise. Et donc, c'est toujours à prendre en considération. Donc là, on parle de speech to text, et il y a énormément d'outils qui sont disponibles aujourd'hui en ligne qu'on présente aux étudiants lors de nos stages. Et ensuite, les étudiants apprennent aussi à comment mettre en place une méthodologie pour structurer et comment dire, matérialiser toutes les conditions nécessaires à l'exploitation du corpus ensuite, pour pouvoir requêter dans le corpus en fonction des recherches qu'on fait, mais aussi pour d'autres types de traitements. Si par exemple on a besoin de présenter les données et de les visualiser sous une autre forme, il faut aller les chercher dans le corpus avant de pouvoir les exposer. Et donc pour ça, on passe surtout par un langage de structuration de données qui est le langage XML. Pour ceux que ça intéresse, vous pourrez poser peut-être des questions après. Et enfin, là, on a un dernier stage là, qui entre vraiment dans le cadre du projet high-tech dont Adeline a parlé, euh, où on travaille sur une chaîne de traitement assez complexe pour l'analyse syntaxique automatique de l'ancien et du moyen français. Et donc là, l'étudiante a l'occasion de participer à l'élaboration de cette chaîne de traitement, à la révision aussi de cette chaîne de traitement, parce qu'il y a tout un tas de choses auxquelles on ne pense pas forcément. Et donc, avoir un regard nouveau, c'est intéressant pour nous, autant que pour l'étudiant qui peut développer des nouvelles compétences et découvrir des outils, notamment des outils d'analyse syntaxique automatique, comme je montre là avec la petite image. C'est une visualisation, mais les outils, on parle de taggers et de parseurs. Et donc, c'est des outils qui fonctionnent à partir, sans rentrer trop dans les détails, mais à partir d'intelligence artificielle qui sont entraînées pour ce type de tâches, et ensuite auxquelles on demande de réexécuter les tâches sur des nouvelles données. Et enfin, oui, les étudiants découvrent aussi à travers les différents stages les langages de requêtage et de réécriture des données quand c'est nécessaire.
Bien. Merci Ryan. Donc voilà, la présentation se finit là. Donc beaucoup d'informations qu'on vous a communiquées. On va pouvoir maintenant répondre à vos questions. Alors, vous pouvez mettre le son si vous voulez. Bien, il y avait des personnes en attente que je n'ai pas vues, qui étaient visiblement pas inscrites. Bon, j'accepte tout le monde. On a un message dans le chat. Alors, oui. Donc, avez-vous des informations à nous donner concernant les inscriptions? Est-ce que ce sera sur e-candidat ou sur la nouvelle plateforme qui devrait ouvrir début février? Eh bien, ça dépend des cas. Pour les étudiants français, c'est sur la nouvelle plateforme. Avez-vous un exemple de l'emploi du temps? Pas sous les yeux. Combien ça fait d'heures de cours par semaine? Là, en fait, je pense qu'on peut le trouver sur le site quand même. Oui, alors je cherche. Alors, au premier semestre, il y a plus de cours qu'au deuxième semestre, toujours, parce qu'on laisse un peu de temps au deuxième semestre justement pour faire le stage, surtout en Master 2. Donc, le deuxième semestre est toujours plus léger. Alors, par exemple, en M1, il y a 8 heures de cours. Mais il y a un enseignement, en fait, c'est le suivi du stage. Donc, c'est pas vraiment un cours. C'est plutôt des séances, mais qui ne sont pas hebdomadaires. Je ne sais plus combien, Anne, tu pourras répondre, combien tu prévois de séances pour le suivi du stage? Alors, en règle générale, c'est un cours qui est normalement prévu au second semestre, mais qu'on commence dès le premier semestre pour permettre aux étudiants de commencer leur stage dès qu'ils sont prêts. Et donc, le temps étudiant évalué, c'est 24 heures. C'est 24 heures de cours, plus le travail personnel et le temps du stage. Et en général, on fait 3 à 4 réunions ensemble sur ces plages du jeudi qui durent à chaque fois 2 heures, qui sont des réunions collectives pour les différentes étapes du stage, l'élaboration, le suivi, la rédaction du rapport. Et après, le reste du temps, ce sont des réunions, des entretiens individuels qui sont proposés sur le même créneau, en fait. Donc, en général, on a vraiment 3 à 4 réunions collectives et ensuite, selon les besoins, des entretiens individuels pour l'élaboration de la convention, la signature, le choix d'un stage, sa validation, réfléchir aux objectifs, prendre contact avec le tuteur et puis parfois, si besoin, une aide à la rédaction du rapport. Voilà. Oui, et j'ai vérifié, donc au premier semestre, il y a entre à peu près 12 et 14 heures de cours par semaine. Alors, question de Sarah et Noah. Je vais partir faire assistante de langue l'an prochain, mais est-ce que je dois m'inscrire quand même au master? Est-ce que cela me gardera une place pour l'an prochain? Vous partez en tant qu'assistante, mais dans quel cadre? Je ne sais pas si elle est partie déjà, Sarah. Elle est là, je pense. Oui.
Mais je pense que l'assistanat n'est pas compatible avec le master. Ah, Anne, on te voit maintenant. Oui, on me voit. J'ai fait appel à mon collègue informaticien Emmanuel qui venait me changer la webcam du coup, mais par un coup du sort, elle se remet à fonctionner rien qu'à son arrivée. C'est magique. Et du coup, vous me voyez, je ne sais pas pourquoi, mais je vais recouper la vidéo parce qu'il va la changer en fait. Par contre, il est possible de faire une mobilité pendant le master, c'est-à-dire que vous effectuez votre M1 ou votre M2 à l'étranger dans une université partenaire. Mais vous avez alors un statut d'étudiant en échange, mais pas le statut d'assistant. Nouveau message. Oui, alors il faudra qu'on en reparle, Sarah. Recontactez-moi parce que ça me paraît étrange quand même. Parce que si vous ne pouvez pas valider votre année, je ne vois pas l'intérêt de vous inscrire ensuite. Non, le master n'est pas possible en alternance. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Alors, là, Anne pourra répondre. Ça concerne les stages. Est-ce qu'ils se déroulent en même temps que les cours ou bien est-ce qu'ils sont sur des périodes particulières ? En général, c'est en même temps que les cours, non ? Ou ça dépend ? En fait, on a une convention possible à partir du début des cours, donc quasiment au 1er septembre ou au 31 août, jusqu'à la fin de l'année universitaire suivante, c'est-à-dire jusqu'au 31 août suivant. Ça va courir sur 12 mois. Et donc, il faut savoir que vous pouvez faire vos stages à l'issue des cours, c'est-à-dire pendant les mois d'été. Mais dans ce cas, ça implique de valider l'intégralité de vos UE de master à la session 2, évidemment. Mais ça vous permet davantage d'options pour des stages longs et notamment à l'étranger. Sinon, vous pouvez les faire aussi en parallèle des cours, sachant que souvent l'emploi du temps du master est prévu pour être compatible avec justement ce type d'activité ou des activités salariées. Et donc, vous n'avez pas cours tous les jours. Et en fait, ça dépend vraiment du choix de stage que vous faites. Parce que vous pouvez tout à fait filer un stage qui sera peu important en nombre d'heures par semaine sur un grand nombre de semaines, ou bien le voir de manière plus intensive sur des périodes où vous n'avez pas cours, puisque les calendriers universitaires laissent quand même du temps aussi au mois de décembre et début janvier, pendant les vacances de Pâques, et même au-delà, puisque vous n'avez pas toujours des sessions d'examen qui arrivent tout de suite, ou au-delà de la session d'examen et avant la session pour le 1er juillet. Donc voilà, ça laisse quand même pas mal d'options. On vous conseille évidemment d'éviter de faire votre stage pendant que vous avez cours. Parce que là, évidemment, vous ne pouvez pas assister aux cours et c'est dommage. Et donc, on vous déconseille fortement de partir en stage au lieu de venir en cours. Mais à part ça, tout le reste est à peu près possible. Alors, oui. Toujours sur le stage. Le stage est-il à trouver avant le début du master ? Alors non. Non. Le stage, on fait la recherche ensemble. C'est-à-dire qu'à l'inverse de certains dispositifs, il n'appartient pas à nous, les enseignants du master, de vous trouver un stage. En revanche, le responsable du stage, donc en l'occurrence Catherine Bang-Nielsen et moi, pour cette année en tout cas, on est là pour vous aider à chercher. Donc tout le module qui s'appelle accompagnement tutoré et stage
consiste aussi en cette recherche et on l'a fait avec vous en vous y accompagnant. Donc, en aucun cas, le stage est à trouver avant le début des cours. Si par contre, vous avez des pistes, des envies, voire déjà un terrain possible, c'est bienvenu, bien évidemment. Et là, on discute de la validité de votre choix et on voit comment le mettre en œuvre, mais ce n'est pas du tout une obligation. D'autres questions? Pas de questions? Bon. Eh bien, dans ce cas, on va clore ce webinaire. Merci à tous de vous être connectés. Merci aux intervenants. Merci à tout le monde. Merci. Voilà. Merci Je vais arrêter aussi. l'enregistrement.